venus pour réfléchir sur cette question effectivement donc, du leadership et de l'influence, puisque au fond, il n'y a probablement pas de leadership sans influence, et donc c'est de ça dont on va parler avec cette question. Pourquoi une marque engagée doit-elle être incarnée par ses dirigeants? Thomas vous a présenté, donc je vais passer directement finalement à la première question. Sylvain, peut-être par rapport à cette question, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer un programme de leader advocacy? Alors, moi j'ai l'habitude de dire, mon job c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes sur les réseaux sociaux, pas que les dirigeants. On a des programmes, j'entendais tout à l'heure mon collègue d'EDF, on a aussi des programmes d'employés advocacy. On fait en sorte, bien évidemment, que ce soit la présence d'Orange sur les réseaux sociaux, de nos dirigeants, de nos salariés, de la facilité. On a commencé la leader advocacy en 2012, dans les années... Stéphane Richard arrivé sur Twitter, c'était 2012, donc c'était le premier qui a bénéficié de ce programme. Aujourd'hui, on a l'ensemble de nos dirigeants, que ce soit sur Twitter et LinkedIn. C'est important parce que c'est les premiers porte-voix de l'entreprise, et c'est pour ça qu'on le fait. Mais ils sont aussi les porte-voix et les incarnants de l'entreprise, comme le sont nos salariés, et c'est pour ça qu'on développe les deux en parallèle. Absolument. Et du coup, dans ces programmes, peut-être Pascal, vous qui êtes donc évidemment DIRCOM, avez été aussi membre de COMEX, mais à plus juste titre aujourd'hui experte de la prise de parole des dirigeants. Quelle est la place justement des dirigeants au sens large et celle du CEO? Comment ça s'orchestre finalement? Alors d'abord, je pense que c'est difficile de parler après Michel-Édouard Leclerc. Là, le challenge est élevé. D'abord, on va sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on allait autrefois beaucoup en presse. La presse reste un canal important, mais les réseaux sociaux permettent de parler à plus de gens. Bon. Le leader qui incarne l'entreprise, oui, certes, c'est important. On parle de Stéphane Richard, c'est vrai qu'on attend les posts de Stéphane, mais moi je pense qu'une entreprise, c'est un collectif. Et qu'à ce titre, les COMEX, les patrons de BU doivent s'exprimer, doivent incarner l'entreprise et porter l'entreprise. Et les véritables héros dans les entreprises, c'est les collaborateurs. Et faire s'exprimer les dirigeants au sens large, c'est d'abord permettre de parler un petit peu tous les langages de l'entreprise et d'entraîner les collaborateurs dans cet employé advocacy. Oui, absolument, comme une phase d'exemplarité qui va aussi leur donner confiance et leur permettre justement de sentir qu'ils peuvent le faire, mais aussi leur donner peut-être des codes pour qu'ils réussissent à s'exprimer. Et donc là-dedans, quel est le rôle du DIRCOM, Pascal, ou du directeur ou de la directrice en influence? Alors en fait, le rôle du DIRCOM, il est double, parce qu'en général, il est membre du COMEX, donc à titre personnel, il doit aussi s'engager. Et puis après, il a un rôle à la fois d'entraînement et de pédagogie. La pédagogie, c'est important, et on ne va pas la fleur au fusil sur les réseaux sociaux. Donc, je rappelle, pour ceux qui pourraient en douter, que la communication, c'est un métier. Et donc, le DIRCOM, il a pour vocation... Personne n'en doute ici, je pense. Voilà, non, peut-être pas, mais certains de temps en temps. Et donc, le DIRCOM, il a pour vocation d'accompagner, de former, de guider, à la fois sur les réseaux en eux-mêmes, leur mode de fonctionnement, les codes, et en même temps sur le fond, parce que le DIRCOM est un des garants de la parole de l'entreprise. Ça se passe comme ça aussi chez Orange? Ça se passe comme ça, oui, ça se passe comme ça. Et surtout, notre job, c'est, j'allais dire, d'influencer, c'est-à-dire de leur donner envie d'y aller, de leur expliquer l'intérêt, de les convaincre. Et surtout, quand ça marche le mieux, c'est quand ils s'approprient l'outil. Quand c'est pas leur équipe qui vont tweeter pour eux, qui vont faire des posts LinkedIn, quand ils comprennent l'intérêt, quand ils vont donner aussi un peu d'eux. Donc notre job, c'est essayer de leur faire comprendre ça, et on fait notre maximum pour ça. Et je te rejoins sur le collectif, hein, il faut travailler bien évidemment l'employé advocacy comme la leader advocacy, mais aujourd'hui, par exemple chez nos dirigeants, et notamment chez Stéphane Richard, on le voit et on le constate, ces tweets par exemple sont davantage repris que ces citations dans des communiqués de presse. Donc il y a aussi un enjeu qui est celui de l'influence et celui de porter la parole de l'entreprise et de l'impact. Voilà. Ouais, donc effectivement, les contenus partagés par les dirigeants ont 8 fois plus d'impact, d'après donc une étude de Mention et d'HubSpot, 8 fois plus d'impact que les contenus partagés par le compte corporate. Donc effectivement, ça rejoint ce que tu viens de dire. Du coup, Sylvain, comment on met en œuvre, du coup tu disais il faut s'approprier l'outil, donc les plateformes, les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on met en œuvre un programme d'advocacy
et quels en sont les facteurs clés de succès? Je crois que vraiment le facteur clé de succès, c'est que le dirigeant soit convaincu, qu'il ait envie et qu'il s'approprie l'outil. Voilà, ça c'est pour moi à peu près la base. Et une fois qu'on a ces bases-là, c'est être présent au quotidien, c'est lui définir une ligne éditoriale avec lui, c'est choisir aussi le réseau qui est le plus adapté à ce que lui souhaite faire, à son métier. Voilà, c'est à peu près ce que l'on essaye de faire au quotidien. Pertinence, éditoriale, régularité, authenticité. Est-ce que Pascal, il faut ajouter quelque chose à ce triptyque? Oui, j'ajouterais quelque chose. C'est y introduire une petite notion de challenge. On le voit dans les COMEX, on le voit dans les BU. Les dirigeants, à un moment donné, ils aiment être suivis par une communauté, faire passer leur message. Et au début, ils prennent souvent ça comme une contrainte. Et puis progressivement, ça devient un jeu. C'est ma région Bretagne, par exemple, qui va être vue. J'incarne la Bretagne et donc je vais communiquer sur la Bretagne. Et c'est ma région qui sera le plus vue. Le challenge joue quand même beaucoup aussi, y compris entre les dirigeants. Et juste un petit mot, puisque c'est toi qui modère cette table, il y a aussi les outils. Les outils, c'est extrêmement important. Nous, on a aussi, pour une partie du commerce, Amazing Content. Il y a d'autres outils qui existent, bien évidemment. Mais les outils et le fait de leur faciliter... On les salue. Et le fait de leur faciliter l'accès à l'outil, leur donner des chiffres sur les performances. Alors, effectivement, on a tout le COMEX avec des classements, etc. Ça facilite ça et ça facilite le fait qu'ils s'approprient leur présence sur les réseaux sociaux. Ouais, donc le challenge est important. On a senti et on sent donc, tout au long de la matinée et des interventions qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment passer à côté. Du coup, la question que j'aurais envie de vous poser, peut-être Pascal dans un premier temps, mais Sylvain, sera intéressant aussi d'avoir après votre point de vue. Quel est le coût de l'inaction aujourd'hui ? Alors, moi, je ne l'ai pas chiffré, mais je pense qu'il est considérable. Il est considérable parce que ne rien faire, c'est se priver d'un canal d'expression direct, plutôt libre. C'est aussi donc du coup se priver d'un public. Et moi, je pense qu'en communication de crise, c'est juste une faute. Et c'est pas en communication de crise qu'on va s'inventer porte-parole sur les réseaux sociaux. C'est avant que ça se prépare. Donc moi, je pense que le coût, il est gigantesque. Non, je suis d'accord avec Pascal. Hein. Nous, dans une entreprise en plus comme Orange, ne pas du tout être présent sur les réseaux sociaux, c'est complètement impensable. Et aujourd'hui, ça nous permet de détecter des signaux faibles. Les premières crises réseau, on les voit apparaître aussi sur Twitter aujourd'hui. On répond à nos clients et on est là aussi, là où sont nos clients. Et on se doit de leur répondre, d'échanger avec eux. Et les dirigeants, c'est aussi leur job. Nous, on a fait beaucoup d'opérations, notamment sur la 5G. Il y a eu des débats dans l'opinion, etc. Et on a organisé aussi ces débats sur Twitter. On utilise les réseaux sociaux pour débattre avec nos communautés et les dirigeants aussi. Stéphane Richard, il a co-construit la raison d'être de l'entreprise sur Twitter avec nos clients, avec nos salariés. Ouais, mais c'est hyper intéressant et justement ça fait le lien. Donc on sent qu'il y a une urgence à se mettre sur ces plateformes pour les équipes de direction. On l'a compris finalement, c'est aussi pour que l'ensemble de l'entreprise, à tous les niveaux, des collaborateurs aussi, puissent porter les engagements de l'entreprise, puissent porter les promesses. Et du coup, dans cette démarche, quels sont les bénéfices, Sylvain, pour une grande entreprise, ou une petite d'ailleurs, d'avoir cette démarche d'advocacy? Quels sont les bénéfices au quotidien d'un point de vue business en fait? Déjà, c'est bien évidemment se faire connaître, se différencier, mais aussi pouvoir échanger, porter ta parole, notamment auprès de tes clients et auprès de tes pairs dans les écosystèmes. C'est le premier bénéfice, il est là. Et là où je rejoins Pascal, c'est pas dans une période où tu es contraint d'aller sur les réseaux sociaux que tu vas émerger. Donc il vaut mieux l'anticiper. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense aussi que ça développe la fierté d'appartenance. Et de la marque employeur, on en parlait un peu tout à l'heure. Déjà la fierté d'appartenance, et puis ensuite, ça permet d'attirer les talents. C'est vrai que y aller avec une grosse communauté permet de faire envie. Oui, bien sûr. Notoriété, effectivement, marque employeur interne et externe, en tout cas fierté d'appartenance, attractivité. Est-ce que vous voyez d'autres bénéfices aujourd'hui pour un DIRCOM, une DIRCOM qui souhaiterait se lancer, qui hésite encore moi, je peux dire qu'on se fait très plaisir. On se fait plaisir, ouais, ok. Clairement. Dans quelle mesure? On arrive à faire passer des messages directement, sans filtre.
et à ressentir un écho. Et c'est extrêmement gratifiant. Ça permet de prendre le pouls aussi donc finalement de ces communautés, de ces passer audiences. des idées, avoir des retours. Et puis, tu citais un DIRCOM, c'est impensable aujourd'hui qu'un DIRCOM ne soit pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si tu veux conseiller, si tu veux pouvoir convaincre, etc., il faut toi-même en maîtriser l'outil. Absolument. Bon, je vois que le temps est écoulé. Peut-être en guise de conclusion, donc on vient de finir sur les bénéfices, donc ce qui est relativement intéressant. Effectivement, la notoriété, on l'a dit, la marque employeur à double titre, interne, externe. Rassurer aussi l'ensemble donc, des parties prenantes sur les réseaux. On a parlé d'Octave Klaba un peu plus tôt. Il y a d'autres exemples évidemment. Vendre aussi. On ne reçoit pas un devis sur les réseaux, mais on noue des relations. Vous avez tous ces on fait du business aussi sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Nous, on est une marque très B2C et on a une part de social shopping sur les réseaux sociaux et on a aussi une stratégie de social shopping. C'est très important. Et puis de temps en temps, simplement informer. Et voilà, et informer effectivement. Donc 4 bénéfices qui sont absolument clés. Pour conclure, peut-être un chiffre, celui de Gartner, qui donc nous annonce cette année que d'ici 2023, 90% des stratégies social media marketing vont intégrer des programmes d'advocacy à l'échelle. Donc vous l'avez compris, si vous ne l'avez pas commencé, c'est le moment de s'y mettre. Merci à tous. Merci.